plus d'1 million de Françaises et de Français ont selon l'INSEE d'importants problèmes d'accessibilité à leur logement. Donia et sa famille sont de ceux-là. Elle habite dans un petit appartement avec sa mère et ses 2 frères. L'un d'entre eux est handicapé et vivre au 7e étage fait d'une vie déjà compliquée un casse-tête quotidien. Mais un soir, en rentrant de sa journée de travail, la mère de Donia annonce avoir trouvé l'idée qui pourrait tout changer. Vous écoutez une histoire courte de transfert, un podcast produit et réalisé par Slate.fr. Alors on est en décembre 2010, j'ai 12 ans et puis je suis au collège et à l'époque je vis avec ma maman qui avait repris ses études. Donc elle a 50 ans et elle veut devenir infirmière en psychiatrie. Et puis à côté de ça, je vis aussi avec mon frère de 27 ans, donc dans un tout petit appartement dans le nord-est parisien. Ma mère et moi, on dort dans une chambre et mon frère dans le salon. Et puis le week-end, pour compliquer encore plus la tâche, j'ai mon frère de 29 ans qui vient dormir chez moi. Et la semaine, il n'est pas là parce qu'il est dans un foyer médicalisé, parce qu'il a un handicap qui s'appelle le spina bifida, qui est un handicap moteur avec un très léger retard mental. Et donc, il est en fauteuil roulant et c'est très très compliqué parce qu'on arrive à être à 4 dans un appartement qui est beaucoup trop petit. Donc l'appartement, c'est un 35-40 mètres carrés, je crois, mais qui est très très mal agencé, avec une très très grande cuisine, 2 petites chambres, et puis un couloir hyper étriqué où le fauteuil de mon frère ne passe pas, et puis une salle de bain où il n'y a même pas une personne qui peut rentrer, donc encore moins un fauteuil roulant. Et puis à côté de ça, on est au 7e étage, donc même s'il y a un ascenseur, il y a quand même plusieurs marches à monter, une dizaine. Je crois que ma mère les avait comptées. Il y en a à peu près 14 exactement. Et donc c'est hyper compliqué parce que c'est à ma mère et à moi de le monter. Et puis un fauteuil c'est lourd et puis mon frère est quand même assez lourd. Donc c'est une période assez compliquée et une situation qu'on n'arrivait plus à supporter. Mais à côté de ça, on peut pas avoir un autre appartement parce que nos moyens financiers ne sont pas assez élevés. Ma mère est étudiante, donc elle gagne même pas 500 € par mois. Mon père n'est pas là. Et puis moi, j'ai 12 ans, donc j'ai pas de métier ni rien. Et donc, on peut pas prétendre à un autre appartement. Donc, on reste là, même si ça nous embête clairement. Et puis un jour, ma mère rentre du travail. On est, mon frère et moi, devant la télé. Et ma mère rentre, il doit être 21h30, 22h. Et elle rentre, donc elle ouvre la porte et puis elle nous voit assis sur le canapé. Pour une fois, on s'embrouille pas, mon frère et moi. Mais je sais pas, je pense qu'elle a eu à ce moment-là une journée un peu compliquée, puisque c'est toujours compliqué la psychiatrie, et elle pète littéralement un plomb. Et donc elle arrive et elle dit c'est bon, j'en ai marre de cet appartement, je peux plus me le voir, je vais écrire une lettre à Nicolas Sarkozy. Mais elle le dit vraiment comme ça, c'est sorti de nulle part, quoi. Donc nous, on se regarde avec mon frère, on se fout clairement de sa gueule, on est totalement hilar, on dit mais qu'est-ce qui te passe, pourquoi quoi. Mais non, je pense pas qu'il ait le temps de lire les plaintes d'une maman, quoi. Et puis franchement, elle est dans son truc, elle dit si, vous allez voir, c'est le président de la République, il doit écouter son peuple. Et puis en plus, si ça doit arriver, ça arrivera. S'il doit lire notre lettre, il la lira, puisque ma mère, je pense pas que ce soit de la naïveté, mais elle croit vraiment, comme je pense toutes les daronnes arabes, au truc un peu du mektoub, genre du destin. Si ça doit arriver, ça arrivera, et puis on va essayer de forcer le destin. Et donc pour elle y croit, elle dure comme fer, quoi. Elle va écrire une lettre, et puis Nicolas Sarkozy lui-même va la recevoir et va lui répondre. Et donc elle décide d'en écrire 2. Une pour Carla Bruni, donc la première dame à l'époque, et puis une deuxième pour Nicolas Sarkozy, où en fait elle les nomme vraiment, elle s'adresse à eux directement. Elle dit pas tiens, je vais passer par le cabinet de la présidence. Non, elle est vraiment dans son truc de cher Nicolas Sarkozy, chère Madame Carla Bruni, quoi. Et puis elle écrit cette lettre dans laquelle elle revient vraiment sur son parcours, donc sur le fait qu'elle ait quitté l'Algérie pour sauver son fils, et puis sur la maladie de mon frère aussi qui devient de plus en plus compliquée. Et puis sur cet appartement qu'elle peut plus voir, elle n'y arrive plus, et que c'est trop compliqué tous les jours de devoir se battre dans un appartement comme ça à 35 mètres carrés avec 4 personnes, quoi. Et donc elle continue, elle écrit cette lettre de 2 pages où avec beaucoup de détails, et dans les dernières lignes elle lui dit vous en tant que père vous pouvez comprendre, aidez-nous, quoi. C'est vraiment le message qu'elle essaie de transmettre, c'est aidez-nous.
on a vraiment besoin d'un autre appartement, on peut plus vivre dans ça, quoi. Et puis, elle finit d'écrire les lettres et elle me les donne. Et elle me dit, demain matin, tu vas les poster parce que moi, j'ai pas le temps. Donc moi, je les ai entre les mains. Et donc, le lendemain matin, avant d'aller à l'école, je passe les poster. Et je me rappelle, j'ai encore cette image des 2 lettres dans mes mains avec l'adresse donc, de l'Élysée. Et à monsieur Nicolas Sarkozy et à madame Carla Bruni. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, c'est n'importe quoi. Mais à côté de ça me surprend pas trop parce qu'elle avait l'habitude d'écrire des lettres comme ça. Elle en avait déjà écrit une au maire d'arrondissement et puis une autre à la mairie de Paris. Mais on avait eu 0 réponse, quoi. Donc je me dis, mais jamais Nicolas Sarkozy, encore moins Carla Bruni, vont me prendre du temps à répondre, ou même le cabinet de la présidence, quoi. Et donc je les poste, mais en me disant, mais elle a vraiment pété un câble, la psychiatrie, c'est pas pour elle, faut qu'elle prenne des vacances, quoi. Pendant plusieurs semaines, il ne se passe rien. Moi-même, j'oublie l'épisode de la lettre, entre les contrôles et le reste. Et ma mère m'en reparle pas, parce qu'elle est encore dans ce truc, le mektoub, c'est ça arrive, et puis c'est tout, quoi. Elle en reparle pas du tout. Et puis un soir, comme pour la première fois, on était sur le canapé avec mon frère, ma mère rentre à 21h, mais cette fois-ci avec un grand sourire, et puis une lettre dans la main, qu'elle brandit un peu. Elle me dit, vous voyez, vous vous êtes foutus de ma gueule. Eh ben, il nous a répondu. Et nous, on la regarde, et parce qu'on a totalement oublié, en fait, tous les deux, hein, mon frère et moi, on dit, mais de quoi elle parle encore ? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? Et elle nous dit, mais la lettre, il nous a répondu. Et donc, elle est super contente. J'ai jamais vu aussi heureuse de ma vie. Et puis, elle nous amène cette lettre-là, et puis on l'ouvre tous ensemble. C'était un peu genre le Noël avant l'heure. Et dans cette lettre, donc c'est pas Nicolas Sarkozy directement, mais c'est le cabinet de la présidence qui nous répond et qui nous dit que l'histoire de ma mère a touché le président et sa femme, Carla Bruni, la première dame, et que il a décidé de transmettre notre dossier au préfet de Paris. Donc ma mère, super contente pour elle, elle nous a montré quelque chose, vraiment, elle est super heureuse. Elle avait envie d'appeler tout le monde à ce moment-là. Elle appelle sa sœur, super contente en Algérie, en disant il nous a répondu, c'est peut-être la fin d'un cauchemar. Et moi, j'y crois pas une seconde. Je me dis, mais c'est pas possible. Le mec prépare les élections dans 2 ans. Il veut juste nous envoyer une lettre pour nous calmer. Mais encore une fois, ça n'arrivera pas, quoi. On va rester croupir dans cet appart. Et mon frère, lui, s'en fout un peu. Pareil, il est aussi dans le truc de Sarkozy, c'est un beau parleur. Jamais on verra l'odeur de cet appart, qu'on le verra jamais, cet appart. Mais ma mère, non, super contente. On dirait qu'on lui avait annoncé, je sais pas quoi, qu'elle avait gagné au loto. Et donc on attend parce que notre dossier est transmis au préfet. On attend encore plusieurs semaines, toujours rien. Puis moi, je dis à ma mère, bah, tu vois, Sarkozy nous l'a bien mis à l'envers. Et puis, quelques semaines après, on reçoit un gros dossier du préfet. Et on l'ouvre ensemble, tous les 3, toujours. Et la première feuille, c'est l'adresse de l'appartement qu'on nous propose, en fait, dans lequel on nous propose d'habiter. Et puis, on comprend pas trop. On se dit, mais donc, là, c'est bon, c'est fait. On a un appartement, c'est le bout du tunnel. Et ma mère n'a même pas lu le reste du courrier, qu'elle a dit, c'est bon, on y va. Et donc, on prend la voiture. C'est pas très très loin, ça a 15-20 minutes en voiture. Et je me souviens parce que ma mère est super excitée, mon frère pareil, et puis on conduit très très vite, comme si on avait qu'une hâte, c'est d'arriver et de voir, en fait, parce qu'on tous les 3 on n'y croit pas. On se dit, tant qu'on l'a pas vu, c'est pas vrai, quoi. C'est encore une farce de Nicolas Sarkozy. Parce que pour moi, c'est toujours ça, c'est toujours une blague, quoi. C'est pas possible. Et on arrive, c'est dans un petit passage éclairé, les bâtiments sont blancs et en bois. Et on regarde, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Enfin, c'est pas notre futur chez nous. Parce que ça paraît tellement irréel. Ça fait 2 ans qu'on est dans une situation assez catastrophique. Donc on se dit, tant qu'on n'est pas rentré, tant qu'on n'a pas les clés, c'est pas encore à nous, c'est pas possible. C'est qu'une blague. C'est vrai que c'est super beau de l'extérieur. Il y a un arbre, il y a des lumières. Ça se voit que c'est un nouveau bâtiment. On le sent directement. Et on finit par rentrer chez nous. Et en me couchant, j'y crois toujours pas. Je me dis, c'est pas possible. J'attends en fait qu'on nous réveille, quoi. C'est pas possible. Et quelques jours après, ma mère reçoit un coup de fil. Et on nous propose d'aller visiter l'appartement. Donc ma mère saute sur l'occasion. Elle dit, oui. C'est un mercredi, donc j'ai pas cours l'après-midi. Donc je l'accompagne. Et on nous dit d'emblée, comme vous avez un fils en fauteuil roulant, on vous propose plutôt l'appartement au rez-de-chaussée.
parce qu'il est plus grand, parce qu'il est mieux aménagé. Puis on se dit, ok, d'accord. On rentre pour le visiter. Et on était surpris par la taille. Je crois que c'est un appartement de 70 mètres carrés. Donc par rapport aux 40 mètres carrés, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand pour nous. Je suis tout de suite surprise par la taille des pièces qui sont vraiment aménagées pour les personnes en fauteuil roulant. On a un très, très grand salon, des couloirs qui sont beaucoup moins étriqués et même une salle de bain qui est beaucoup plus grande. Donc mon frère peut laisser son fauteuil roulant quand il fait par exemple son bain. Et surtout, il y a il peut être autonome dans cet appartement. Il peut aller dans la cuisine tout seul, il peut se faire à manger. Tout est à sa portée. Et donc on est sous le charme totalement, quoi. On arrive même à s'imaginer où irait par exemple le canapé, moi où serait ma chambre, etc. Et puis à côté de ça, on nous dit vous avez 2 jardins. Et donc là, on se dit toutes les deux, mais c'est juste fou, c'est pas possible en plein Paris d'avoir 2 jardins, et surtout pour le prix, parce que comme c'est un appartement de la mairie, le prix est dérisoire pour la surface qu'on a en plein Paris. Et donc on est tout de suite super contente. Ma mère n'a qu'une hâte, c'est signer le bail. Et donc on signe le bail quelques jours après, et on emménage quelques semaines après. Un an après, on est toujours dans cet appartement. On y vit plutôt bien. Moi, j'ai ma propre chambre, j'ai mon propre espace. On a un plus grand salon et mon frère vient tous les week-ends. Et donc, c'est top parce que on est de plus en plus proches et lui apprécie beaucoup le fait d'être autonome dans l'appartement. Et 2012 arrive, donc l'année de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy est candidat. Et donc, je demande à ma mère, maman, est-ce que tu comptes voter pour Nicolas Sarkozy, pour le remercier quand même de cet appartement, etc. Puis elle me regarde, elle lève les yeux au ciel, elle me dit, évidemment que non, en fait, non. Je voterai pas pour Nicolas Sarkozy, je vote pas à droite, je voterai pour Hollande. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.